Donc, on a vu jusqu'à présent deux éléments, comment on pouvait représenter géométriquement donc, le tableau croisé, comment on pouvait donc lire un plan factoriel. Et dans une deuxième étape, on est entré un peu plus dans le détail de comment passer du tableau au graphique à partir donc du calcul de coefficients marginaux qu'on appelle vecteurs. Et à partir donc de ces différents vecteurs, de l'axe 1 puis de l'axe 2, on a pu construire donc des coordonnées qui vont nous permettre de placer les points, les modalités sur le plan. Alors, pour faciliter la présentation, je vous ai présenté des vecteurs simples, c'est-à-dire non pondérés. Mais dans la réalité, lorsqu'on calcule ces vecteurs et ces coordonnées, on va prendre en considération le poids des marges, lignes et colonnes. Et donc, vous verrez pour les plans à venir, et vous verrez également lorsque vous utiliserez le logiciel Tri2 dans le cadre du TD, que ce sont des vecteurs donc pondérés qui prennent en considération donc le poids relatif de chaque marge qui seront calculés. Donc là, je ne suis pas entrée dans ce détail-là, mais si vous voulez creuser, vous pouvez aller voir le que sais-je de Philippe Cibois sur l'analyse factorielle qui explicite un peu comment s'effectue la pondération. Donc à présent, troisième point de cette première partie sur le principe général de l'analyse factorielle, on va voir comment on peut interpréter ces axes factoriels. Et pour interpréter chacun des axes factoriels, on va revenir sur le qui2, puisque le qui2 va nous permettre de donner à voir l'importance de chacun des facteurs. Donc, comme on l'a explicité jusqu'à présent, l'analyse factorielle consiste à décomposer un tableau initial, un tableau croisé, qui peut être parfois assez complexe, décomposer ce tableau en une somme de tableaux qui, à chaque fois, vont être des approximations de ce tableau, donc de ce tableau T initial. Chaque approximation permet de préciser le précédent, mais chaque approximation est moins bonne que la précédente. Donc, s'il y a une seule approximation à retenir, c'est la première, celle qui va être résumée sur l'axe 1, puis deuxième approximation, deuxième axe, précise l'axe 1, mais donne moins d'informations que donc la première approximation. Donc ce sont les premières approximations qui sont les meilleures, et on va à présent voir comment on détermine l'importance représentée par chaque facteur. Donc pour procéder à cela, on revient sur le qui2, on repart des écarts à l'indépendance, on va calculer les contributions au qui2 à partir de ce tableau des écarts à l'indépendance. Donc, tableau des écarts à l'indépendance qui est ce que l'on va projeter, les points que l'on va projeter, les attractions, les oppositions qui seront sur le plan factoriel. Et pour saisir donc l'importance relative de chaque point, l'importance relative de chaque situation marginale, on va utiliser donc les contributions au qui2. Je vous rappelle ce qu'on a vu au premier semestre, les contributions au qui2, on les calcule de différentes façons, mais là, on peut tout simplement procéder en faisant l'écart à l'indépendance au carré sur l'effectif théorique. Donc, je suis repartie dans le tableau que vous voyez sur notre exemple, toujours le même, l'orientation des étudiants selon la série du bac qu'ils ont obtenue.
J'ai repris donc le calcul des contributions au Qui2 qu'on a déjà effectué au premier semestre. La contribution totale, donc le Qui2 global de ce tableau, c'est 29,6. Et donc, on a un tableau qui est d'effectif 100. Le problème du Qui2, sa limite, c'est que c'est un indicateur qui est directement lié à la taille de l'échantillon. Donc plus on a un échantillon qui est important, plus on a un Qui2 qui va être élevé. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué que d'ailleurs, passer une certaine taille d'échantillon à 10 000, 20 000, 30 000 individus, le calcul du Qui2 n'a plus d'intérêt puisqu'il va toujours être très élevé et donc on va toujours avoir des résultats considérés comme significatifs, des écarts considérés comme significatifs. Donc pour éviter ce problème de la taille, ce problème, on n'est pas vraiment un, mais disons cette limite de l'indicateur du Qui2 qui est directement lié à la taille de l'échantillon, on va calculer un autre indicateur, on va calculer le cousin du Qui2 qui est le Phi2, qui va donc beaucoup nous servir dans l'analyse factorielle. Le Phi2, c'est donc le Qui2 divisé par l'effectif total. C'est un indicateur qui est donc intéressant puisqu'il est plus dépendant de l'effectif. On rapporte à l'effectif total. Et ça va nous permettre également, par la suite, lorsque vous serez derrière votre ordinateur pour effectuer vos plans factoriels, ça vous permettra de comparer vos Phi2, puisque même en changeant d'effectif, même si vous filtrez sur une certaine population, vous pourrez toujours comparer les Phi2 entre eux. Ce qui n'est pas possible donc à partir du Qui2. Dès l'instant, on a une taille d'échantillon différente. Donc le Phi2, c'est ce que l'on appelle aussi l'inertie totale. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte la somme d'informations dont on dispose. On va s'en servir pour repérer la part de chaque facteur, de chaque axe, par rapport à cet ensemble d'informations dont on dispose. Donc ici, on a un Phi2, donc Qui2 global divisé par l'effectif, 29,6 divisé par 100, ça nous donne un Phi2 qui est de 0,296. Ça, c'est l'information totale dont on dispose. À partir de là, on va rechercher un facteur, donc rechercher un facteur à partir du premier axe tout d'abord, créer, ça veut dire créer une opposition de profil en se servant des plus fortes masses de contribution au Qui2. Je le dis autrement, le premier axe, première approximation, là où on a l'information donc la plus importante, ce premier axe, ce premier facteur, on va l'obtenir en se servant de la masse d'informations dont on dispose et on va utiliser en premier lieu donc les points, les modalités qui contribuent le plus dans cette somme d'informations totale. D'accord? Donc on va regarder notre tableau K que je vous ai mis, donc les contributions au Qui2. On regarde les plus fortes contributions au Qui2 et on voit que ce sont les cases technique et orientation professionnelle qui à elles seules donnent 10,1 de contribution au Qui2. Et deuxième ensemble de points, deuxième attraction ou opposition, là, c'est le point technique et université, où on a une contribution au Qui2 qui est de 6,7.
Donc, on va, on va, plus souvent c'est le logiciel qui le fait tout seul. Là, je vous explicite un peu comment Tri2 et d'autres logiciels font. On a donc une attraction entre technique et orientation professionnelle, une attraction qui est a priori significative, et on a une opposition elle-même significative que l'on ne voit pas ici dans les contributions au Ki2 puisqu'on n'a pas de signe positif ou négatif, mais on retrouve cette attraction et cette opposition si on regarde notre tableau des écarts à l'indépendance. Donc, orientation professionnelle technique, on a une attraction avec donc des contributions élevées, 10,1, et technique et université, on a une opposition a priori assez forte puisqu'on a des contributions qui s'élèvent à 6,7. Donc, c'est cette opposition de profil, opposition et attraction principale ici, qu'on va approximer et qui va être visible lorsqu'on va créer le premier facteur. Alors concrètement, comment on s'y prend? On va, à partir du tableau T1, donc tableau T1 qui est la première approximation des écarts à l'indépendance, donc T1 qui est la première approximation de R1, on va calculer de nouveau les contributions au Ki2 de T1, non plus de T, du tableau d'origine, mais uniquement contribution au Ki2 de la première approximation des écarts à l'indépendance. Donc, de la même façon, on calcule, en partant de T1, on calcule les contributions qu'on a rapportées donc, à nos effectifs théoriques et on obtient donc le tableau K1 que je vous ai mis ici avec donc les contributions, l'ensemble des contributions au Ki2 de cette première approximation de T1. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des contributions relatives au premier facteur. Donc c'est ici la somme d'informations utilisées pour construire le premier facteur qui va être visible donc sur l'axe 1. Ce sont les contributions donc, qui servent à la construction de l'axe 1. On a, vous voyez, une contribution globale, un Ki2 global de notre tableau K1 qui est de 27,2. Donc ça, c'est notre Ki2 global. Ce Ki2 global, si on le divise par l'effectif, donc qui est ici de 100, ça nous donne notre Phi2 du premier facteur. Et le Phi2 du premier facteur s'élève donc à 0,272. D'accord? Donc ça, ce premier facteur, ce que l'on va appeler la première valeur propre, ça nous donne l'information totale qui est résumée sur le premier axe. Nous avons une masse d'informations globale qui est de 0,296. Le premier facteur, le premier axe, à lui seul, résume 0,272 de cette masse d'informations globale qui est donc, je le répète, de 0,296. On continue, on fait la même chose donc avec le deuxième facteur, Ki2 du deuxième facteur. Donc le Ki2 du deuxième facteur, on l'obtient ici en faisant le calcul des contributions au Ki2 de T2, donc de la deuxième approximation. On peut aussi le trouver en faisant tout simplement la soustraction entre K et K1, puisque on sait qu'on a que ici on n'a que deux facteurs, et donc toutes les contributions au Ki2 vont être
vont être ici donnés à partir de cette deuxième approximation. Il n'y aura pas de troisième approximation pour cet exemple. Donc on a notre tableau K2 qui donne à voir les contributions au Ki2 de T2, de la deuxième approximation donc des écarts à l'indépendance. Et on voit que donc ici, si on fait la somme des contributions, on arrive à 2,4. On voit, si on regarde à l'intérieur du tableau, on voit donc les points qui ont plus ou moins contribué à cette somme d'informations totale, à savoir ici par exemple le pôle scientifique classe prépa qui est une attraction et qui donc à lui seul résume quasiment la moitié de l'information totale. Donc 2,4 qui de cette deuxième approximation, ça nous donne un phi2 de 0,024 et nous avons donc résumé l'ensemble de l'information. Alors, maintenant, résumons un peu ce que l'on vient de voir et les différentes informations que ça nous procure. Donc, nous avons le Ki2 global. Ki2 global qu'on a calculé à partir de notre tableau des écarts à l'indépendance, écart au carré sur théorique, ça nous donne notre Ki2 global. Notre Ki2 global, c'est ici, comme on n'a que deux facteurs, c'est la somme du Ki2 du premier axe, donc de la première approximation des écarts à l'indépendance, plus le Ki2 du deuxième axe, donc de la deuxième approximation des écarts à l'indépendance. C'est donc la somme, on a un Ki2 global, je vous le répète, qui est de 29,6, c'est bien 27,2, contribution totale de K1, plus 2,4, contribution totale de K2. Donc en faisant la somme de K1 et de K2, on retombe ici sur notre Ki2 global, toujours parce qu'on a eu besoin que 2 approximations des écarts à l'indépendance. Si on avait besoin de 3, 4, 5 approximations, il faudrait faire la somme aussi de Ki2 1, Ki2 2, Ki2 3, Ki2 4, Ki2 5. Donc, de la même façon, l'inertie totale, donc la somme d'informations dont on dispose pour rendre compte de ce plan factoriel, ça va être ici également la somme, le cumul de phi2 du premier axe et de phi2 du deuxième axe, c'est-à-dire la somme de la première valeur propre et la somme de la deuxième valeur propre. Si on rapporte du coup chacune, pour savoir un peu la part d'information dont chaque valeur propre donne à voir, que chaque valeur propre donne à voir, il va nous suffire du coup de faire phi2 divisé par inertie totale multiplié par 100 pour avoir un pourcentage, ce qui est plus parlant que de 0,296 par exemple pour la première valeur propre. Si on veut quelque chose d'un peu plus parlant, on va rapporter cette première valeur propre, donc 0,296, à l'ensemble de l'information dont on dispose, 0,272, et on aura donc la somme, la part de l'information résumée par cette première valeur propre, cette première approximation. Donc ici, ça sera 92%. Donc on pourra dire, en partant du Ki2 ou en partant du phi2, le calcul donne la même chose, on pourra dire ainsi que le premier axe, la première approximation des écarts à l'indépendance, résume à elle seule 92% du total. Donc si on doit regarder qu'un seul axe, bien sûr c'est le premier,
Et à lui seul, ce premier axe donne à voir 92% de notre tableau des écarts à l'indépendance. Donc c'est déjà beaucoup, voire énormément. Alors cette valeur-là, ce 92%, dès l'instant où, on va le voir par la suite, où on n'est plus sur une analyse factorielle simple, c'est-à-dire un tableau croisé, mais on va passer à une analyse factorielle des correspondances multiples, où là on aura croisé plus de 2 variables, vous verrez qu'on n'aura jamais de telles proportions. Donc un axe résumera bien moins d'informations, et c'est assez rare finalement d'avoir un axe qui à lui seul résume autant d'informations. Donc le premier axe résume 92% de l'information, et comme ici on a besoin que d'un jeu de 2 approximations pour rendre compte des écarts à l'indépendance, logiquement le deuxième axe va résumer le reste de l'information, c'est-à-dire 8%. Et ce 8%, on l'obtient en faisant la même démarche, à savoir 2,4 divisé par 29,6 multiplié par 100 si on calcule à partir du qui 2, ou 0,024 divisé par 0,296 multiplié par 100 si on part du phi 2. Excuse-moi, j'avais fait une pause parce que tu es resté très longtemps. Ah, d'accord. Regardons à présent comment les résultats sont présentés sur le logiciel Tri2 que vous allez donc utiliser. Donc, vous voyez que sur le logiciel Tri2, donc c'est toujours notre plan factoriel croisant la destination et la série du bac. Donc, vous voyez que les informations, les principales informations vous sont fournies. On vous dit bien que le phi 2, donc l'inertie totale, est de 0, donc ici 295 750, avec un détail, un nombre de décimales important qui vous est donné. Il vous dit que le nombre de facteurs à extraire est de 2. Donc il y a bien deux jeux de facteurs pour résumer l'ensemble de l'information. Le facteur 1, donc première valeur propre, elle vaut 0,27, c'est ce que l'on a trouvé. Ça résume bien 92% de l'ensemble de l'information, de l'inertie totale. C'est ce que l'on a obtenu également précédemment. Deuxième facteur, donc deuxième facteur, ça veut dire deuxième axe, deuxième approximation. Valeur propre 2, 0,023 598, nous on avait arrondi à 0,024. Pourcentage du total 8%, c'est bien ce que l'on a trouvé. On peut faire donc la somme du facteur 1 et du facteur 2, 92 pour 8 plus 8, on retombe bien sur notre 100%. D'accord, donc jusque-là, c'est ce que l'on a vu précédemment. Alors, regardons à présent les deux tableaux qui vous sont fournis, où là, il faut être attentif à la lecture. Donc, lorsqu'il s'agit d'une analyse factorielle simple, croisement de deux variables, AFC simple, vous avez deux tableaux. Le premier tableau rend compte des lignes. Donc, nous avons un premier tableau qui porte sur la première variable, à savoir la série du bac. Donc, lettres, sciences éco, sciences et techniques. D'accord? Donc, premier tableau, première variable, deuxième tableau, deuxième variable. Donc, les modalités sont présentées, première colonne. Deuxième colonne, f égale 1. f égale 1, c'est écrit dans le titre juste au-dessus, ça rend compte des coordonnées factorielles. Donc, coordonnées factorielles, pour le premier axe, ça veut dire, en quelque sorte, les points d'abscisse. Points que l'on va mettre sur le premier axe. Donc, vous avez
des coordonnées qui ne sont pas comme comme je vous ai présenté dans l'exemple très simple, hein. Les coordonnées, ça ne va pas être 1, 2, 3 ou -1, -2, -3, mais ça va se présenter sous la forme donc de 424, 570, 88, -751. Ce qui est important ici, c'est de se rendre compte, hein, rapidement, plus les valeurs sont élevées, plus ça veut dire que les points sont éloignés de l'origine, donc plus ça veut dire qu'a priori ce sont des points qui ont contribué fortement à la constitution de l'axe. Lorsque ce point, donc la coordonnée est positive, ça veut dire que le point va se situer à droite du plan. Lorsque la coordonnée est négative, donc comme ici pour technique, -751, ça veut dire que le point va se situer à gauche du plan. Et donc ici, si on regarde juste ces 4 modalités, nous avons à gauche technique qui s'oppose aux 3 autres points qu'on va trouver à droite. Donc sans avoir le plan factoriel sous les yeux, vous devez, en regardant ce tableau, vous devez pouvoir vous représenter le plan factoriel. Je peux très bien vous donner un tableau comme ça et vous demander de reconstruire le plan factoriel. Et donc, vous pouvez visualiser. Je vous dis ça parce que parfois, comme je vous l'ai expliqué, il y a plus de 2 axes, hein. Donc, on va avoir 4, 5, 6 facteurs. Et pour autant, on ne va pas toujours chercher à les visualiser. D'abord, on va regarder est-ce qu'il y a des choses intéressantes à creuser, donc à partir des tableaux, et puis s'il y a des choses à creuser, peut-être on peut ensuite aller voir les plans factoriels. Mais voilà, on ne représente pas toujours les plans factoriels, et vous devez pouvoir juste regarder comme ça les tableaux et voir s'il y a des informations intéressantes pour la suite. Donc f égale 1, ça vous donne premier point de coordonnées, l'abscisse. À droite, donc 3e colonne, on a CPF, contribution pour le facteur. Contribution pour le facteur, c'est le point. Donc nous avons la contribution, la somme des contributions pour le facteur ici, donc la somme de ces 4 modalités vaut 1000. Hein, la contribution pour le facteur sous tri 2 est exprimée, le total vaut 1000. Il y a d'autres logiciels, je pense à SPAD par exemple, où le total est exprimé en pourcents. Donc soyez vigilants, la première chose que vous faites, vous regardez le total, c'est en pour 1000, c'est en pour 100, et comme ça, ça vous donne le ton. Donc, premier, contribution pour le facteur, le point lettre. Le point lettre vaut 132. Donc, à lui seul, ce point résume 132 par rapport aux 1000 de total. D'accord ? Donc là, on va retrouver également ce qui était exprimé dans les pourcentages que j'avais mis, hein, à côté des tableaux de contribution, c'est-à-dire chaque point, donc le point littéraire, chaque point contribue plus ou moins à la constitution de l'axe. Donc le point lettres contribue pour 132, le point éco, sciences éco, contribue à 238, donc du côté positif, c'est ce point-là qui contribue le plus. Du côté, ensuite, nous avons le point sciences, 9, contribution très faible, donc c'est a priori un point qui n'a pas fortement contribué à la constitution de ce premier axe. Par contre, donc là, la valeur la plus élevée, 621 pour 1000, c'est donc le point technique, ce que l'on avait vu, hein, vous vous souvenez, dans notre tableau des contributions, puisque ce point technique contribuait à près de 60%, ce que l'on retrouve clairement ici. Donc contribution forte, contribution qu'on va retrouver du côté négatif du plan et qui sera visuellement représentée par un éloignement
du point d'origine. C'est pour ça que la valeur, l'abscisse de ce point vaut moins 751. On fait la même chose pour le deuxième axe, donc f égale 2, ordonnée pour le deuxième axe. Et donc les valeurs sont respectivement 19 pour lettres, 192 pour éco, sciences moins 219. Donc là, ce point se distingue des autres. Il va être du côté négatif. On voit que les 3 autres points sont du côté positif. Et si on regarde les contributions pour le facteur, donc la contribution de chaque modalité à la constitution de ce premier axe, non, de ce deuxième axe, puisque là on est passé au deuxième axe, la contribution la plus importante, cette fois-ci, c'est le point science. Donc le point science ne contribuait quasiment pas pour le premier axe. Ce n'était pas un point important. Par contre, deuxième jeu d'approximation, donc là, le point science devient important. C'est la contribution la plus forte pour ce deuxième axe, suivi donc du point science éco, qui s'oppose à ce premier point, puisque l'un est du côté positif, l'autre est du côté négatif. Voilà, donc on a un tableau pour les lignes, première variable. On va avoir un tableau pour la deuxième variable. Donc là, on n'a que 3 modalités. Donc on a une contribution moyenne qui n'est pas tout à fait la même que pour le premier tableau donc de la variable série du bac qui comporte 4 modalités, mais la démarche est la même, on lit les 4 colonnes de la même façon. Alors maintenant qu'on a vu de façon un peu générale les principes de l'analyse factorielle, on va à présent passer à son extension, c'est-à-dire l'usage quand même qu'on fait le plus souvent de l'analyse factorielle, et on verra enfin les limites, les limitations de l'analyse factorielle, et en particulier les pièges à éviter. Alors, l'analyse factorielle des correspondances simples, c'est un tableau croisé. D'accord ? On part de 2 variables qui ont chacune X modalités, et ce sont ces modalités que nous allons représenter sur le plan. Dans l'analyse factorielle des correspondances multiples, c'est la même chose. On va également visualiser les modalités, mais le but, c'est de pouvoir mettre ensemble un grand nombre de modalités. Donc, on ne va plus être dans une analyse bivariée. Vous vous souvenez, ce que je vous ai dit en introduction sur un peu les soubassements de l'analyse factorielle et les objectifs que se fixait Bensekri en particulier, c'était d'avoir une synthèse un peu, de pouvoir avoir des profils types. Et pour faire cela, on a besoin de plus de 2 variables et on a besoin de mettre ensemble un nombre important de modalités. Donc, on va étudier les liens entre plus de 2 variables. Et le plus souvent, on va mettre ensemble un nombre important, très important de modalités. Donc là, pour faire ça, on ne va plus pouvoir utiliser un tableau croisé, on va utiliser ce que l'on appelle un tableau de Burt. Le tableau de Burt, voilà, que vous avez ici, donc je vais vous le présenter à partir du croisement de 3 variables.
Donc j'ai pris l'exemple de la pratique d'un instrument de musique, pratique d'un instrument de musique croisé avec le sexe, pratique d'un instrument de musique croisé avec le fait d'être allé ou non à un concert de musique classique au cours des 12 derniers mois. Et ensuite, donc, dernier croisement, le fait d'être allé à un concert de musique classique au cours des 12 derniers mois, croisé avec le sexe. Donc, nous avons 3 variables. Aller à un concert de musique au cours des 12 derniers mois, 2 modalités, oui, non. Nous avons une autre variable, c'est pratique d'un instrument, oui, non, 2 modalités aussi, et le sexe, 2 modalités, oui, non. Donc j'ai volontairement sélectionné 3 variables qui chacune n'avait que 2 modalités pour faire simple. Donc on a 3 tableaux croisés ici à examiner pour résumer l'ensemble de l'information. Et on va présenter toutes ces informations, ces 3 variables ensemble, dans ce que l'on appelle un tableau de Burt. D'accord ? Donc le tableau de Burt, c'est tout simplement la juxtaposition des tableaux croisés. Donc on va retrouver l'ensemble des modalités de part et d'autre du tableau, donc en ligne et en colonne. Donc on a un doublon. Donc là, je vous ai répété l'information au-dessus de la diagonale et en dessous de la diagonale, mais parfois on ne met que la moitié du tableau et le reste on le laisse en case vierge. Donc vous voyez dans ce tableau qu'on a les modalités ligne 6 et on a des modalités colonne 6 également. 6 lignes, 6 colonnes. Quelle est la particularité donc de ce tableau? Donc, les tableaux croisés sont répétés de part et d'autre de la diagonale. La diagonale, donc chaque situation diagonale représente le tri à plat, c'est-à-dire qu'elle représente l'effectif de chaque modalité. Et autre spécificité de ce tableau de Burt, c'est que on essaye de reproduire un espèce de tableau croisé qui n'en est pas un tableau de contingence qui est un peu particulier. Et du coup, on va avoir un qui 2 qui va être aussi un peu particulier, puisqu'il ne pourra pas être nul, on ne pourra pas avoir une indépendance stricte. Et on va avoir un effectif de ce tableau qui ne sera pas l'effectif de la population interrogée. Donc ici, la population interrogée, c'est 4353 individus. Mais si vous regardez votre tableau de Burt, vous voyez que le total s'élève à 39 177. Donc là, on ne calcule plus à partir des individus, mais il y a une répétition liée à la répétition des modalités dans notre tableau. On va aussi avoir un nombre de tableaux de rang 1 et du coup un nombre de jeux d'approximation qui ne va pas se calculer de la même façon que pour l'AFC. Pour l'AFC, vous vous souvenez, on regardait le nombre minimum de modalités. Ici, pour trouver le nombre de tableaux de rang 1, on va soustraire le nombre de variables. Donc ici, on a mis 3 variables. On va soustraire ces variables au nombre de modalités, c'est-à-dire ici 6 modalités. On va donc faire les 6 modalités présentes, donc soit en ligne, soit en colonne dans notre tableau de Burt, auxquelles on retranche donc les trois variables
ce qui nous donne donc une décomposition factorielle qui va nécessiter 3 facteurs. Donc 3 jeux d'approximation, 3 axes pour résumer l'ensemble de l'information. Le calcul du Qui2 après est toujours le même, le calcul du Phi2 également. Du coup, on obtient ici un Qui2 qui est élevé, 13 179. On a un Qui2 qui est un peu particulier puisque notre effectif est important. Donc là, c'est d'autant plus important et intéressant de plutôt prendre l'indicateur du Phi2 et donc de rapporter ce Qui2 à l'effectif total, à savoir 13 179, valeur du Qui2 global, divisé par l'effectif l'effectif un peu fictif de notre tableau de Burt qui est de 39 177, ce qui nous donne un Phi2 de 0,33 ou 0,34 si on arrondit. Alors, donc, ce passage, donc vous voyez un peu les premiers éléments nous permettant de passer de l'AFC à l'AFCM. Donc, on ne raisonne plus à partir d'un tableau croisé, mais à partir d'un tableau de Burt. Donc, je vous ai présenté les tableaux de Burt. Il y a une autre façon de faire à partir du tableau disjonctif complet, mais voilà, connaître la méthode du tableau de Burt est suffisante. On ne raisonne plus à partir de 2 variables, mais de plus de 2 variables. Et en fait, on va plutôt même raisonner, non plus à partir des variables, mais plutôt à partir des modalités. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, on va mettre ensemble un nombre important de modalités. Et quand je dis important, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'en général, on place sur le plan factoriel 50 à 100 modalités. Alors, on ne les rend pas forcément toutes visibles, parce que vous allez voir que lorsque vous construisez ce plan factoriel, quand il y a beaucoup de modalités, les modalités qui ne sont pas très significatives, qui ne contribuent pas beaucoup à la constitution des axes, vont se situer près de l'origine, près du croisement de l'axe 1 et de l'axe 2. Du coup, vous allez avoir un amas de points, souvent, près de l'origine, ou amas de points qui n'est pas très lisible. Les points sont les uns sur les autres et ce n'est pas très lisible. Du coup, on peut choisir, en particulier dans Tri2, on peut choisir de ne rendre visible que les modalités qui ont contribué à hauteur d'une certaine valeur. D'accord ? Donc, vous pourrez choisir de ne mettre sur votre plan, de ne visualiser que les modalités qui contribuent, je sais pas, au-dessus de la moyenne ou près de la valeur moyenne. Donc, mettre ensemble 50 à 100 modalités, comme c'est souvent conseillé, ça signifie aussi que l'on va avoir de nombreux facteurs. Vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est le nombre de... le calcul du nombre de facteurs, du nombre de tableaux de rang 1, se fait à partir du nombre de modalités moins le nombre de questions. Forcément, si on met 50 à 100 modalités, même en retranchant le nombre de questions, on va rester avec un nombre de tableaux de rang 1 qui sera très important. Si on a 10, 15, 20 approximations, et donc 10, 15, 20 axes, évidemment, on ne va pas s'amuser, parce que ça va très vite devenir peu amusant, on ne va pas se compliquer la tâche. Le but de l'analyse factorielle, du plan factoriel, c'est de se simplifier, de rendre visible rapidement l'information. Donc, on ne va pas lire les 10 ou 15 axes produits. On va uniquement étudier les premiers. Mais la question, c'est
Lesquels? Combien, concrètement? Alors là, je peux vous dire comment certains procèdent et quelles sont les différentes méthodes possibles, mais après, à vous de voir au cas par cas en fonction de vos analyses et de votre problématique, de ce que vous cherchez, comment faire. Hein. Comme à chaque fois, hein, ce sont des outils, c'est à vous de réfléchir et c'est à vous de savoir, en fonction de ce que vous étudiez, s'il est utile d'aller plus loin ou pas. Donc, dans l'ensemble, quelles sont les méthodes? Donc, il y a ceux qui sont très pragmatiques, on va dire, et qui ne regardent que les 2 ou 3 premiers axes, parce que sinon, ils considèrent que ça devient trop contraignant. Donc la solution, c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure, de regarder juste les tableaux et pas forcément de mettre les axes les uns par rapport aux autres. Parce que dès l'instant où on est, si on a juste 3 axes, ça veut dire mettre en regard l'axe 1 avec l'axe 2, mais ça signifie aussi mettre en regard l'axe 1 avec l'axe 3 et l'axe 2 avec l'axe 3. Donc si on a 3 axes, vous voyez qu'on va avoir déjà beaucoup de plans factoriels à lire. Donc si on ajoute un 4e ou un 5e axe, c'est vrai que ça devient vite ingérable. Et la lecture est ensuite très compliquée. Certains, quand même, plus pointilleux, considèrent qu'il faut calculer la valeur propre moyenne. Donc on a un certain nombre de valeurs propres. On divise par le total, donc par l'inertie totale, l'information totale dont on dispose, et on a donc une valeur propre moyenne. Et à partir de là, on peut donc se rendre compte du nombre de facteurs qui peut être intéressant d'utiliser. Donc certains considèrent qu'il faut lire, étudier, analyser les facteurs qui sont supérieurs donc, à la valeur moyenne. La 3e méthode qui est utilisée, c'est regarder où se forme un palier, où se forme un coude. Donc souvent, dans certains logiciels, dont SPAD, dont je vous ai déjà parlé, il y a des histogrammes qui sont représentés et on peut donc, pour chaque valeur propre, on peut donc regarder un peu à quel moment on a une espèce de rupture, c'est-à-dire à quel moment on passe par exemple de 5 ou 6% à 3% d'un coup. Et donc on va conserver uniquement les valeurs propres, les facteurs qui sont supérieurs à qui sont avant cette espèce de palier, cette rupture où là il y a un fléchissement donc important dans la part de contribution. Voilà, donc ce sont des pistes, hein, voilà, les 3 principales méthodes que je connais, sachant que, comme je vous le disais, à vous de voir en fonction de votre questionnement et en fonction déjà du nombre de valeurs propres qui sont produites et des questions que vous vous posez. Alors, donc, lorsqu'on réalise cette analyse factorielle multiple, donc on n'est plus à 2 variables mais à plus de 2 variables, on raisonne plus, je vous ai dit, à partir des modalités. Pourquoi? Parce qu'on va définir 2 types de modalités. Elles vont avoir des statuts clairement différents. On a ce que l'on appelle les modalités actives et les modalités supplémentaires. Les modalités actives, ce sont des modalités qui ont servi à la construction des axes. Ce sont donc des modalités que l'on retrouve dans notre tableau, à partir desquelles on a donc calculé les qui 2, les valeurs propres. Voilà. Donc elles ont servi à la construction des axes. Et on a un deuxième jeu de modalités que l'on appelle les modalités supplémentaires.
on les appelle aussi des modalités illustratives, parce qu'elles ne servent pas à la construction des axes. Donc la contribution pour le facteur de ces modalités, vous verrez donc dans vos tableaux que la contribution est proche de 0. Par contre, ce sont des modalités qui sont essentielles. Elles vont se situer près des modalités actives dont elles sont le plus proches. Donc, ce sont des modalités illustratives. On pourrait dire aussi, par rapport au tableau croisé à ce qu'on a vu dans la première partie du cours, au premier semestre, on pourrait dire que ce sont des modalités explicatives. C'est-à-dire, elles vont nous aider à mieux comprendre les profils qu'il peut y avoir derrière les pôles, derrière les attractions, derrière les oppositions qui se dessinent sur le plan. Donc ce sont des modalités qui sont essentielles parce qu'elles nous permettent de saisir ce qu'il y a derrière les pratiques, derrière les opinions qu'on a pu mettre en modalité active. Donc le plus souvent, les modalités actives, ce sont des modalités qui portent sur des trajectoires, des opinions, des pratiques, ce que font les gens, ce que pensent les enquêtés. Et par rapport à ces pratiques, donc il est de gauche, il est de droite, il est pratiquant, pas pratiquant. Et à côté de ces modalités actives, on va mettre donc des caractéristiques, des modalités illustratives qui sont avant tout des caractéristiques sociodémographiques. L'âge, le sexe, le niveau de diplôme, la PCS, le lieu de vie, urbain, rural par exemple, qui vont donc compléter l'information, qui vont nous permettre de comprendre, d'expliquer qu'est-ce qui fait que cette personne pense ainsi, qu'est-ce qui fait que cette personne pratique tel ou tel sport. Voilà, donc ce sont des modalités, je le répète, ce sont des modalités essentielles, mais il faut les mettre en modalité supplémentaire. Pourquoi? Parce que si on les met en modalité active, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir toujours les mêmes oppositions et les mêmes attractions qui vont se dessiner. On va voir apparaître une opposition entre les jeunes, les vieux, les diplômés, les non-diplômés. Donc cet effet de structure de la population va prendre le pas et va en quelque sorte écraser les pratiques, les opinions qu'on veut essayer de rendre visibles. Donc on les met en modalité supplémentaire, elles ne contribuent pas à la constitution des axes, mais par contre, elles nous donnent une information essentielle pour établir des profils. Alors, voilà, je vous ai mis un exemple ici. Cet exemple est tiré de l'enquête Histoire de vie. C'est une enquête donc de l'INSEE qui date de 2003. Et un volet de cette enquête portait sur le rapport au travail. Donc ici, on a ciblé, donc l'enquête Histoire de vie, c'est 8403 individus interrogés, mais ici, on a ciblé uniquement sur les salariés. Donc les salariés, ce sont les PCS 3 à 6, donc 3 étant les cadres, 4 professions intermédiaires, 5 les employés et 6 les ouvriers. D'accord ? Donc on a sélectionné ces actifs, cadres, professions intermédiaires, employés, ouvriers, et on a mis de côté donc les PCS 1 et 2, c'est-à-dire agriculteurs et indépendants, commerçants, artisans. Donc ici, c'est un filtre donc, sur les actifs salariés. Deux variables, plus de 2 variables ont été ici choisies. En fait, il y avait 2 questions dans l'enquête. Une première question était si vous deviez changer de travail, qu'est-ce que vous aimeriez personnellement changer? Et donc,
été proposé votre métier, vos collègues, vos horaires, votre niveau de salaire, votre statut de salarié, vos possibilités de promotion, votre position hiérarchique, votre lieu de travail, votre entreprise, rien. Donc ça, c'était la première question. Lorsqu'on l'a codée, cette première question, il y avait plusieurs réponses possibles. Donc lorsqu'on a une question à choix multiples, lorsqu'on la code, on est obligé de la dichotomiser, c'est-à-dire que cette variable-là, qui avait de nombreuses modalités, est devenue voudriez-vous changer de métier? Oui, non. Voudriez-vous changer de collègue? Oui, non. Voudriez-vous changer vos horaires? Oui, non, etc. D'accord? Donc on a créé comme ça, non plus une variable avec beaucoup de modalités et des combinaisons multiples, mais donc plusieurs variables avec uniquement 2 modalités, oui, non. Donc il y avait la variable changer et il y avait la variable garder. Donc, on a procédé de la même façon avec la variable garder qui est devenue voulez-vous garder votre métier? Oui, non. Vos collègues? Oui, non. Et sur le plan factoriel, on a donc visualisé, on a choisi d'indiquer les modalités avec uniquement la réponse positive. D'accord? Donc on a sur ce plan les personnes qui ont répondu oui à changer de métier ou oui à garder absolument mon métier, oui à changer de collègue ou oui à garder absolument mes collègues. Et voilà donc les modalités telles qu'elles se répartissent sur le plan factoriel. Donc, si on doit faire une lecture rapide de ce plan, la première chose à faire, c'est de lire donc l'axe 1. Alors, juste petite précision, vous voyez que le plan factoriel tel qu'il est produit par TRI2 n'est pas aussi un peu net que les plans factoriels que j'ai pu vous présenter précédemment, où il y avait vraiment une ligne d'abscisse et une ligne d'ordonnée. Mais vous voyez qu'il y a juste un début de carré, près de femmes, 40, 49. Donc là, ce petit point-là, tout près de 40, c'est le point d'origine. C'est donc là où se situe l'axe, l'origine, donc le point de départ entre l'abscisse et l'ordonnée. Donc ce n'est pas forcément centré, ça dépend de la valeur des points. Et comme là, le plan s'échappe un peu à droite, du côté positif, on a une origine qui est davantage sur la gauche. Donc si on lit le premier axe, si on regarde uniquement le premier axe, qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 points qui s'échappent. On y reviendra dans les limites de l'analyse factorielle. On voit ici 2 points qui s'échappent. C'est rien changer et rien garder. Hein, vous voyez, à gauche, rien changer, à droite, rien garder. C'est la première opposition un petit peu logique. Cette opposition, ça ne veut pas dire que c'est la principale réponse, loin de là. C'est sans doute une réponse qui est peu donnée, mais du coup, c'est ce qu'on appelle une réponse distinctive. Hein, il y a un effet de distinction ici, on y reviendra aussi plus loin. Du coup, ces 2 points, pour éviter qu'ils ne s'échappent trop, on les a mis en modalité supplémentaire. Donc, je vous ai dit, les modalités supplémentaires, c'est plutôt des dimensions explicatives, donc sociodémographiques, mais dans certains cas, on met aussi en modalité supplémentaire des modalités qui s'échappent trop du point, qui écrasent trop le reste des modalités, hein, parce que plus il y a un point qui s'échappe, plus les autres points près de l'origine vont se regrouper et former un amas. Donc, il y a des points parfois comme les non-réponses, où il y a peu d'individus, et ce peu d'individus fait que ce point devient distinctif, et pour éviter qu'il écrase tous les autres points, donc on le met en modalité supplémentaire. Donc c'est ce qu'on a fait ici pour les 2 points, rien garder et rien changer. Donc là, vous voyez un peu rapidement hein, comment
se distribuent les différentes modalités. Et vous voyez également comment, donc en plus de ces modalités que je vous ai indiquées, rien de garder et de changer, on a ajouté donc en modalité supplémentaire l'âge, le sexe et la PCS. Donc vous voyez certains points comme cadre, comme 60 ans et plus, qui sont plutôt en bas, et en haut, vous allez avoir plutôt les jeunes, d'accord? Donc vous avez une première vision d'ensemble de ce plan, et vous voyez se dessiner donc sur l'axe 1, à droite, entreprise changée, à gauche, entreprise gardée. Donc vous voyez que du côté droit, on va plutôt avoir ceux qui veulent changer certaines choses, et du côté gauche, a priori, on va plutôt avoir ceux qui veulent garder certaines choses. Alors ça semble peu, au premier abord, peu pertinent, voilà, il y a ceux qui veulent changer, il y a ceux qui veulent garder, mais si on creuse un peu, on voit qu'ils ne veulent pas changer et garder n'importe quoi, d'accord? Donc si on veut plus de précision sur ce plan, si on veut une lecture plus fine de ce plan, on peut repartir du tableau donc, que TRI2 propose. Donc, comme pour le tableau croisé, donc, comme pour la première présentation de TRI2 que je vous ai faite, on retrouve ici la valeur du phi2, le nombre de facteurs extraits et donc les 3 premières valeurs propres. Donc ici, vous voyez que le nombre de facteurs à extraire indiqué est de 3. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 3 valeurs propres à extraire, puisque si on fait la somme des pourcentages de chaque valeur propre, 18,5 plus 12,9 plus 10,1, donc valeur propre 1, elle vaut à elle seule, le premier axe explique à lui seul 18,5% de l'information totale. Donc, à lui seul, le premier axe résume 18,5% de l'inertie totale, de l'ensemble de l'information totale que l'on a. Le deuxième axe, lui, résume un peu moins. Le premier axe est toujours une meilleure approximation, donc sa valeur est forcément plus élevée que le deuxième et que le troisième. Forcément, c'est dégressif. Donc, deuxième axe résume, lui, à peu près 13%, 12,9% de l'information totale. Troisième axe, 10,1%. Donc si on fait la somme de 18,5, de 12,9 et de 10,1, on voit qu'on ne retombe pas sur 100%. Donc ces 3 axes, ces 3 premières approximations ne résument pas toute l'information. Mais on peut, dans TRI2, vous verrez, lorsque vous ferez vous-même la manœuvre, on peut indiquer à TRI2 un nombre de facteurs à extraire. Si on ne veut pas avoir des tableaux avec trop de colonnes et si on ne veut pas avoir trop d'informations, on lui dit donne-moi à voir les 3 premiers axes, donne-moi à voir les 5 premiers axes uniquement et on choisit donc le nombre de facteurs que l'on souhaite extraire. Ici, j'ai choisi d'extraire donc les 3 premiers facteurs qui nous résument déjà une bonne part de l'information totale. Donc voilà à gauche. À droite, vous voyez que sont présentées donc de nouveau les coordonnées et les contributions. Cette fois-ci, on a, comme la première fois pour la FC simple, on a toujours 2 tableaux, mais ce ne sont pas 2 tableaux qui résument les 2 variables, puisqu'on n'a plus de 2 variables. Ce sont 2 tableaux qui séparent les modalités actives des modalités supplémentaires. Donc, pour s'en convaincre, donc déjà vous voyez acte et sup pour le deuxième tableau, qui veut dire supplémentaire, et active donc pour le premier tableau. Et pour s'en convaincre, donc si vous prenez la colonne CPF, contribution pour le facteur, pour le deuxième tableau, donc des modalités supplémentaires,
vous voyez qu'à chaque fois, les contributions pour le facteur sont quasi nulles. Lorsqu'il y a un point qui est très éloigné de l'origine, on peut avoir une contribution qui n'est pas tout à fait égale à 0, mais rien à voir avec les contributions des modalités actives, où là, on a des contributions qui peuvent valoir donc 100, 200, 300, selon le nombre de points. D'accord ? Donc, ces modalités supplémentaires, je le répète, elles n'ont pas contribué à la constitution des axes, c'est pour ça qu'elles sont quasi nulles. On va donc, dans ce deuxième tableau des modalités supplémentaires, uniquement s'intéresser à la valeur des coordonnées pour savoir où se situe le plan, où se situe le point. Donc, si on veut étudier plus finement le plan factoriel, on peut essayer de regarder pour le premier axe, pour le deuxième axe et si on le souhaite pour le troisième axe, on peut regarder dans un premier temps, pour ne pas se perdre dans l'information, uniquement les points qui ont le plus contribué, les points qui sont les plus significatifs pour chaque axe. Pour savoir un peu ce que représente un point significatif, une contribution un peu élevée, on calcule la contribution moyenne. Donc, je vous ai dit, les résultats sont exprimés en pour 1000. Donc, nous avons 18 modalités actives. Si on cumule les différentes modalités de changer ou de garder, nous avons 18 modalités actives. Donc, on fait 1000 divisé par 18 et on a la valeur moyenne donc, de chaque modalité, c'est-à-dire 64. Ça, c'est notre contribution pour le facteur moyenne. On peut décider de s'intéresser uniquement aux modalités, de regarder uniquement les modalités dont la contribution est supérieure à la moyenne, voire parfois on peut s'intéresser uniquement aux contributions dont la valeur est 2 fois supérieure à la moyenne si on a beaucoup de modalités et qu'on veut vraiment filtrer l'information. Donc, toujours pareil, ici, si on veut résumer un peu les principales oppositions et les principales attractions, on va regarder les contributions, donc deuxième colonne, CPF, troisième colonne, si on compte le nom A601, A611, le nom court des modalités. Donc CPF, contribution pour le facteur du premier axe. On va donc regarder les contributions les plus élevées et on va mettre ça en regard avec la coordonnée, donc l'abscisse pour le premier axe et l'ordonnée pour le second axe. Et on va donc pouvoir résumer assez simplement les principaux résultats, donc ce qui est présent sur notre plan factoriel, mais de façon simplifiée si on a trop de modalités et qu'on a peur de se perdre dans le plan factoriel. Donc c'est une aide, c'est pas obligatoire de faire ça, mais parfois c'est un peu pratique quand on a beaucoup de modalités pour essayer un peu de filtrer lorsqu'on n'est pas expert un peu dans la lecture des plans factoriels. Ça peut être une étape intermédiaire intéressante. Donc comment j'ai procédé ici? J'ai regardé pour chaque modalité donc celles qui contribuaient et j'ai ensuite regardé la coordonnée, c'est-à-dire est-ce qu'elle se situe du côté positif, est-ce qu'elle se situe du côté négatif. Donc par exemple, prenons première modalité, changer de métier. Changer de métier, la contribution pour le facteur est de 301. Donc c'est une contribution très élevée, c'est même la contribution la plus élevée. Donc changer de métier, c'est a priori une modalité déterminante dans la constitution, elle vaut près d'un tiers à elle seule, dans la constitution du premier axe. Donc changer de métier, c'est un élément central
indiquées par les enquêtés. Si je regarde la coordonnée, donc f égale 1, l'abscisse de ce point, 686. Donc ce point se situe du côté positif. Donc je mets du côté, dans mon axe 1, pôle positif, changer de métier. Et j'ai ainsi donc sélectionné les modalités qui contribuaient plus que la moyenne. Donc par exemple, collègue, changer de collègue, contribution 1, je mets de côté, cette modalité n'a pas contribué à la constitution de l'axe 1. Changer d'horaire, 69, c'est un peu plus que la moyenne, je peux la garder. F égale 1, donc abscisse de ce point 318, ça se situe aussi du côté positif. Changer de salaire, contribution 2, hop, je laisse ce point de côté, il n'a pas contribué. Changer de statut, 44, moins que la moyenne, je ne le prends pas. Possibilité de promotion, donc changer pour avoir des possibilités de promotion, 4, je ne le prends pas. Le suivant, 9, je ne le prends pas. J'arrive à changer de lieu de travail, 83, je prends, c'est plus que la moyenne. L'abscisse de ce point, 380, donc toujours du côté positif. On continue, changer d'entreprise, contribution 147, donc point qui a priori contribue fortement. Toujours une abscisse positive, donc ça se met du côté positif. Garder son métier, 103, plus que la moyenne, je le prends. Où se situe ce point? Moins 250, il va donc du côté négatif, pôle négatif. Et je continue, donc garder ses collègues, 11, je laisse. Garder ses horaires, 43, je laisse. Garder son salaire, 1, je laisse. Garder son statut, 4, je laisse. Garder sa possibilité de promotion, je laisse. Je laisse aussi le suivant. 79, ça devient plus que la moyenne. Garder son lieu de travail, ça je prends. Il se situe du côté négatif. Je l'ajoute donc à garder son métier. Et enfin, dernier point qui contribue, 95, garder son entreprise, moins 367, ça va du côté négatif. Donc, on trouve ici les deux principaux pôles qui ont le plus fortement contribué à la constitution de l'axe 1. On a un premier pôle donc en d'attraction, avec des points changer de métier, changer d'entreprise, changer d'horaire. Donc ce premier pôle s'oppose à un second pôle qui est, lui aussi en attraction, garder son métier, garder son entreprise, garder son lieu de travail. Donc on a ici une principale opposition entre des individus qui disent vouloir changer de métier, d'entreprise, d'horaire, donc des changements, on va dire, conséquents. Vouloir changer de métier, c'est un peu vouloir tout changer. Et de l'autre côté, donc, il s'oppose à ceux qui, au contraire, disent « Non, non, moi je veux garder mon métier, je ne veux pas changer d'entreprise et surtout, je ne veux pas changer de lieu de travail. » D'accord ? Donc, on a cette principale sur l'axe 1, on a ce principal jeu d'opposition, donc deux principaux pôles, donc avec des personnes qui, d'un côté, veulent des changements majeurs et d'autres personnes qui, au contraire, se disent très attachées à leur métier et qui, surtout, ne veulent pas en changer. Question qui se pose, qui sont-ils? Qui sont, d'un côté, ces personnes qui veulent changer de métier et qui sont, au contraire, ces personnes qui veulent garder, qui disent être attachées à leur métier. Donc là, on regarde du côté des modalités supplémentaires qu'on a mises. Donc vous voyez dans les modalités, dans le tableau des modalités supplémentaires, qu'on a, comme je vous l'avais indiqué, rien changé et rien gardé. Modalité donc, qui était trop distinctive et qu'on a donc mis en modalité supplémentaire. Et en plus de ces deux modalités-là, on a donc ajouté
des caractéristiques sociodémographiques, la PCS, le sexe et l'âge. Qu'est-ce que l'on voit? Donc si on regarde, cadre, ce point se situe vraiment, l'abscisse est de 0, donc là ce point il est pour l'instant pas du tout déterminant pour ce premier axe. Par contre, profession intermédiaire se situe du côté positif, abscisse 8, donc là on regarde juste où se situe le point. Le point se situe du côté positif, on le met du côté positif. Employé 12, positif aussi. Ouvrier moins 9, négatif. Homme 10, positif. Femme moins 2, négatif. Et enfin, nous avons donc les points qui sont les plus éloignés de l'origine, donc qui semblent peut-être les caractéristiques explicatives les plus significatives, à savoir l'âge. Donc nous avons les jeunes, 18-29 ans, principalement, donc abscisse 126, donc là, positif, très fortement positif. Ce sont, a priori, eux, les premiers qui disent vouloir changer de métier, hein, qui disent vouloir changer d'entreprise, qui disent vouloir changer d'horaire. Et plus on avance dans l'âge, puis plus vous voyez que on va basculer du côté négatif avec donc le basculement du côté positif au négatif qui s'opère à 40 ans et avec les personnes qui ont 60 ans et plus qui sont de nouveau très fortement du côté négatif, c'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas changer de métier, qui veulent garder leur métier. Donc si on résume l'information de ce premier axe, les caractéristiques explicatives, les dimensions explicatives de ces deux pôles, on voit que pour ceux qui veulent changer de métier, ce sont plutôt des employés, des professions intermédiaires et des jeunes, donc qui veulent bouger, qui sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, parce qu'on le sait bien que le premier emploi est rarement l'emploi rêvé, l'emploi idéal. Donc voilà, c'est une première expérience, mais ils veulent changer, ils veulent d'autres perspectives. Et d'un autre côté, nous avons du côté du pôle négatif, donc ceux qui disent qu'ils tiennent à leur métier, que surtout ils ne veulent pas bouger, ils veulent garder leur entreprise et ils ne veulent pas changer de lieu de travail. C'est aussi une dimension importante. Ce sont plus souvent des ouvriers, plus souvent des femmes et plus souvent des personnes, dimension la plus importante, plus souvent des personnes âgées qui ont acquis de l'expérience, qui sont près de la retraite et qui n'ont pas envie, de voir leurs conditions de travail bouleversées et qui préfèrent donc rester dans la situation présente. Donc, vous voyez comment on s'y prend, on regarde les modalités actives, on regarde les modalités qui contribuent le plus, on voit un peu quels profils peuvent se dessiner, donc caractéristiques, modalités supplémentaires que l'on peut ajouter à ces pôles. Alors, juste un élément important, donc j'ai mis pôle positif, pôle négatif, mais en soi, que ce soit, je l'ai déjà dit, je le répète, que ce soit du côté positif ou du côté négatif, peu importe. Si on avait mis ceux qui veulent garder leur métier du côté positif, oui, ceux qui veulent changer de métier du côté négatif, ça aurait été la même chose. Ce qui est important, c'est qu'on a là, à l'intérieur de ce pôle négatif, une situation d'attraction, et qu'on a à l'intérieur de ce pôle positif également une situation d'attraction, et que, par contre, les deux pôles sont en opposition, chacun d'un côté de l'axe. On fait la même chose pour l'axe 2, donc l'axe 2 vient préciser le premier axe. Il ne remet pas en question le premier axe. Parfois, on a l'impression que le message est différent, mais c'est juste qu'il le nuance. L'axe 2 précise, nuance le premier axe, qui est un peu une approximation principale, mais nécessairement grossière. Donc le deuxième axe va préciser les choses. Qu'est-ce que on voit apparaître sur ce deuxième axe? Donc les principaux points qui y contribuent,
c'est d'un côté, pôle positif, donc ceux qui veulent changer de statut, ceux qui veulent changer de position hiérarchique, et ceux qui voudraient accéder éventuellement à une promotion, qui sont ces personnes qui veulent changer de statut. Là encore, ce sont plutôt des jeunes, ce sont plutôt des employés ou des ouvriers, et ce sont plutôt des femmes. De l'autre côté, pôle négatif, donc on trouve en situation d'attraction des personnes qui veulent garder leur position hiérarchique, garder leur promotion, garder leur statut et qui veulent par contre éventuellement changer de lieu de travail. Qui on va trouver, ils veulent aussi garder leur salaire. Et assez logiquement, on va donc trouver des cadres. Ce sont là les points, le point qui est le plus éloigné de l'origine. Ce sont des cadres qui logiquement veulent garder leur position hiérarchique puisqu'ils sont plutôt en haut de la hiérarchie. Logiquement, veulent garder les promotions qu'ils ont pu acquérir, le statut qu'ils ont pu acquérir, mais qui sont prêts à changer de travail puisque on sait que la mobilité chez les cadres est plus importante que, que dans les autres professions. Ces cadres, donc, il y a une attraction aussi avec la situation d'être un homme et d'avoir 50 ans et plus. Assez logiquement, on sait que dans la position de cadre, les hommes sont surreprésentés et on sait également que ce statut de cadre, il peut s'acquérir de suite après les études, mais il s'acquiert aussi donc par la promotion, donc au fil de l'âge. Et donc logiquement, on retrouve des personnes de 50 ans et plus qui ont, grâce à leur expérience professionnelle, donc gravi les échelons et qui donc veulent conserver ces acquis. De l'autre côté, pour ceux qui veulent changer de statut, on a plutôt donc des jeunes, mais aussi des ouvriers, des employés, des femmes, c'est-à-dire des personnes qui, de façon générale, dans la société, dans la population active, considèrent avoir moins de possibilités de promotion et considèrent aussi avoir un statut moins privilégié que les hommes cadres.